dans 1 mètre. Aujourd'hui, je vous embarque dans une course pour repousser les limites de l'homme. Une course pour étendre notre champ du possible. Une sorte de plongeon dans l'obscurité, là où les risques ne sont plus mesurables et là où les répercussions sont encore inconnues. Cette course, beaucoup l'ont définie comme impossible. Mais comme souvent dans notre histoire, un beau jour, l'impossible s'est produit. Et les précurseurs qui auront réalisé l'impossible entrent alors à tout jamais dans l'histoire, emportant avec eux toute une espèce. Dans notre société, on les appelle scientifiques, artistes, philosophes ou entrepreneurs. Dans le sport, on les appelle athlètes. Ils courent tellement vite. Ils repoussent des chronos que nous estimions imbattables, dépassent des distances que nous considérions inatteignables, ou écrasent des records que nous pensions immortels. Et il y a 100 ans, dans peut-être le plus mythique des sports, existait un chrono, une barrière, considérée par 99% des gens comme intouchable. Tellement intouchable que la barrière en est devenue mythique. Tellement intouchable que cette barrière est devenue une sorte d'allégorie de la limite humaine. Mais depuis 50 ans, année après année, cette certitude s'est petit à petit estompée. Et depuis que ce jamais s'est transformé en peut-être, alors la course a commencé. Une course pour repousser à la fois les limites de l'homme et notre barrière du possible. Et dans cette vidéo, nous allons tous ensemble vivre cette course. Elle fait très exactement 42 km 195. Mais en réalité, comme je vous l'ai déjà dit, elle aura duré plus de 50 ans. 50 ans afin de trouver l'homme qui parviendra donc à réaliser un marathon sous les 2 heures et qui entrera dans l'histoire à tout jamais. Regardez le chrono, moins de 2 Ce sera pas moi. Il va le faire, il va aller chercher son record du monde. Bon, si vous n'avez jamais couru de marathon, je peux comprendre qu'il ne soit pas aisé de saisir la portée de l'exploit que serait un passage sous les 2 heures. Alors je vais essayer de mieux vous le faire comprendre. Déjà, un marathon, pour le commun des mortels, c'est avant tout une épreuve d'endurance. C'est au-delà du temps, simplement réussir à courir plus de 42 km. 42 km qui mettront à l'épreuve non seulement votre force, mais aussi, et surtout, votre cœur. Courir un marathon, c'est un peu comme vous battre contre vous-même, contre votre tête qui vous supplie d'arrêter pendant que vos jambes crient à l'agonie. Et ça, peu importe votre vitesse. Mais courir 42,195 km en 2 heures, c'est tout autre chose. En fait, c'est un sprint permanent, car il faut atteindre une vitesse moyenne de 21,1 km/h, soit 2 fois plus que celle d'un coureur moyen. Mais pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est la comparaison avec le 100 mètres. En fait, courir le marathon en 2 heures, c'est courir 422 100 mètres d'affilée en 17 secondes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est une allure démentielle. Et si vous avez besoin d'une dernière preuve, regardez un peu ces personnes qui tentent de tenir l'allure. Et en plus, elle doit être ultra précise, car partir trop vite, c'est risquer de se brûler les ailes et d'éclater en vol. Mais bref, maintenant un peu d'histoire. Car en fait, ce n'est qu'à partir des années 60 que l'exploit d'un marathon en moins de 2 heures devient envisageable. Le 3 décembre 1967, plus précisément. À Fukuoka, au Japon, lorsque l'Australien Derek Clayton réalise une performance stratosphérique. Il devient le premier homme à passer sous les 2h10 et termine l'épreuve en 2 heures, 9 minutes et 36 secondes, battant ainsi le précédent record de près de 2 minutes 30. Le chrono paraît complètement fou pour l'époque. Et d'ailleurs, le record tiendra 14 ans. Mais on est encore loin de cette fameuse barre des 2 heures. Pour gagner 10 minutes, il faut donc un déclic, une aide extérieure. Et c'est donc la science qui va voler au secours du sport. La drogue. Une interrogation passionne de plus en plus les scientifiques. Quelle est la véritable limite en course du corps humain ? Et 3 facteurs sont directement ciblés pour déterminer la performance. Le premier, c'est la VO2 max. En bref, c'est la quantité maximale d'oxygène que votre corps est capable d'absorber pour subvenir à ses besoins au cours d'un effort intense. Plus elle est élevée, plus votre potentiel est élevé. Ensuite, le second, c'est le seuil d'acide lactique, c'est-à-dire l'allure à laquelle vos muscles commencent à se fatiguer rapidement. Et enfin, le dernier, c'est l'économie de course. En clair, une sorte de mesure de votre technique de course. Plus elle est bonne, moins votre corps se fatigue lorsque vous bougez. Bon, nous avons maintenant nos 3 paramètres physiologiques influents sur la performance. Et il nous faut donc maintenant réaliser une chose très simple en théorie, modéliser l'être humain parfait. Celui qui aurait la meilleure valeur physiologique dans chacun des 3 domaines. Et c'est Michael Joyner, chercheur en physiologie et biomédicale, qui va s'y coller. Et il en conclut que l'humain parfait serait théoriquement capable de courir le marathon en 1 heure, 57 minutes et 58 secondes. À l'époque, ses travaux sont vus comme insensés, et son article scientifique a même beaucoup de mal à être publié, mais il le sera finalement en 1991, sous le titre Modélisation, performance optimale en marathon sur la base de facteurs physiologiques. Ça y est, officiellement la science affirme que l'exploit est possible et donne la marche à suivre. Mais la science n'est pas une discipline où le consensus règne, et forcément d'autres s'insurgent contre ces prédictions, qui risqueraient de pousser les athlètes au dopage. Car les thèses des plus conservateurs estiment, elles, qu'un marathon en dessous de 2 heures ne pourra être réalisé qu'aux alentours de 2035.
Et du côté des athlètes, on pourrait croire que l'optimisme règne, conscient de leur propre force. Mais en fait, pas du tout. C'est presque tout le contraire. Quand Paul Terga bat en 2003 le record du monde du marathon en 2h04 et 55 secondes, brisant ainsi la barrière des 2h05 et ouvrant encore plus la voie à un marathon sous les 2 heures, le Kenyan fixe alors sa limite. Des records sont en passe d'être battus, mais ce qui est encore impossible, c'est de courir un marathon en moins de 2 heures. Mais vous vous en doutez, ça ne découragera pas les plus ambitieux, ni les athlètes, ni les scientifiques. Et parmi eux, un homme en particulier. Un homme qui a toujours rêvé d'être un athlète, mais qui a plutôt décidé de se reconvertir pour les aider à marquer l'histoire. Cet homme, c'est Yannis Pitslidadis, expert en lutte antidopage au CIO et professeur de sciences du sport à l'université de Brighton, en Angleterre. Et il va lancer un projet un petit peu fou, appelé Sub2. L'idée sur le papier est simple. Pousser au maximum les limites de tous les facteurs impactant la performance dans la course à pied en engageant les meilleurs experts dans leur domaine. Nutrition, génétique, technique, stratégie, entraînement ou médecine, rien n'est laissé au hasard. Et ce doit être la somme de ces faibles gains marginaux qui permettraient alors d'aboutir à un marathon Sub2, sous les 2 heures. Mais on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Les gènes, c'est important, surtout lorsqu'il s'agit de dépasser les limites de l'espèce humaine. Alors pour réaliser ce projet, et dans le même temps pour que vous et moi trouvions l'extraterrestre qui réussira l'exploit, il nous faut un petit peu voyager. Là où les gènes semblent être les meilleurs, dans la corne de l'Afrique, et plus précisément dans la vallée du Grand Rift. C'est cette vallée qui a produit les plus grands coureurs d'endurance de ces 30 dernières années. Là-bas, pour gagner, la recette semble simple, s'entraîner et se reposer. Les athlètes locaux profitent de conditions d'entraînement idéales, avec notamment 2 ingrédients essentiels, le soleil et l'altitude. En fait, en courant à plus de 2000 mètres, le sang est mieux oxygéné et les globules rouges affluent. Puis lorsque les coureurs redescendent à la surface pour les compétitions, tout devient alors beaucoup plus simple. Sur les 12 millions d'habitants de la région, on estime à 10 000 les athlètes de haut niveau. Là-bas, à peu près tous les coureurs rêvent de quitter la misère en monnayant leurs jambes. Et tout a commencé très tôt pour eux. Et je vais là vous partager un cliché qui peut à la longue fatiguer, je le conçois. Mais pourtant, je me dois de vous en parler car c'est comme cela que bon nombre d'athlètes expliquent leur performance. I used to do 10 kilometers to school and 10 back home for 10 years. Imagine. That's why I'm a good runner at the moment. Car là-bas donc pas de bus, et aller à l'école ça signifie souvent parcourir entre 5 et 15 km 2 fois par jour. Alors pour ne pas perdre trop de temps, les jeunes courent. En plus souvent sans chaussures et sur des terrains très compliqués. Donc encore une fois, lorsque les terrains s'aplatissent ensuite et que l'équipement se met à la hauteur du talent, tout devient alors beaucoup plus simple. Mais bref, tout au nord de la vallée du Rift, c'est là où Yannis, notre scientifique, va observer Kenenisa Bekele. C'est le visage de l'endurance des années 2000. Putain, lui, je me rappelle. It's going to be gold for Ethiopia. It goes to the young man, it goes to the youngster, it goes to Bekele. Oh là là, il part au sprint, on dirait un coureur de 400. On dirait un coureur de 400, c'est hallucinant ce que fait Bekele. Regardez les autres qui le laissent passer à la corde. Regardez, tous les coureurs laissent passer. Kenenisa Bekele par respect. Et c'est l'avènement définitif. Kenenisa Bekele du village de Bekoji sur le plateau d'Arxi. En Éthiopie, regardez-moi cette dernière ligne droite. C'est absolument somptueux. Il va pouvoir savourer son premier titre olympique. Exceptionnel, exceptionnel. Kenenisa Bekele est un grand. Kenenisa Bekele est énorme. Kenenisa Bekele, champion du monde pour la 3e fois consécutive. Après 25 minutes de course. Kenenisa Bekele, and now the Ethiopian goes away. Much the same as Usain Bolt is the greatest sprinter of all time. This man is probably the greatest distance runner we have ever seen. Absolutely incredible. What a superb race. This race is all about one man. We're looking at the greatest distance runner in history. Il est triple médaillé d'or au JO et 5 fois champion du monde sur le 5 et le 10 km. Ah oui. Bon, c'est une légende vivante. Mais en 2015, l'Éthiopien est dans le dur, en perte de vitesse suite à des blessures. Et c'est le moment que choisit Yannis pour lui proposer un nouveau programme. La recette, nutrition, hydratation, récupération. Et je sais, ça paraît évident pour vous. Mais étonnamment, ça l'est beaucoup moins pour certains athlètes de la vallée. Par un manque d'informations déjà, mais aussi car les croyances religieuses peuvent parfois rendre méfiants vis-à-vis de la science. Utiliser les services d'un kiné pro, c'est par exemple prendre le risque qu'il ait manipulé d'autres athlètes avant vous.
et qu'il ait donc accumulé de l'énergie négative, énergie qu'il étalera ensuite donc sur votre corps. Bon, au début le partenariat est difficile, mais au final il fonctionne. Et un an plus tard, à Berlin, Bekele remporte le marathon et échoue à seulement 7 secondes du record du monde, détenu par le Kenyan Denis Kimeto. Nous sommes là en 2016, la science est en train de progresser à une vitesse folle, et il ne reste plus que 3 minutes à aller chercher. La méthode commence donc à faire ses preuves. Et dans la vallée du Grand Rift, c'est une petite révolution, car jusqu'ici les performances étaient une sorte de miracle de la nature. Depuis le plus jeune âge, les coureurs de la vallée forment leur corps pour performer, mais sans même le savoir, accumulant les kilomètres en altitude, arpentant des terrains compliqués, sans nutritionniste, sans docteur, et parfois même sans coach. D'ailleurs, lorsque les premiers occidentaux ramènent des moniteurs de fréquence cardiaque ou autres gadgets, les athlètes de la vallée rigolent. Eux connaissent déjà leur corps par cœur, et les croyances religieuses expliquent ensuite de toute façon ce qu'ils n'arrivent pas forcément à déchiffrer. Mais bref, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la vallée du Rift possède les 2 ingrédients essentiels pour trouver notre athlète capable de courir un marathon sous les 2 heures. Un niveau de performance déjà ultra élevé, et un potentiel réel encore méconnu. Les diamants peuvent donc être encore polis. Wow. La science nous a donc montré le chemin, et maintenant nous savons où trouver les meilleurs talents de la planète. Alors il faut maintenant passer à la pratique. Et c'est le pari fou que va tenter Nike, en développant un projet sur 6 mois à 35 millions de dollars. L'objectif est simple, rentrer dans l'histoire et faire de sa chaussure celle qui aura permis l'exploit. Le nom du projet, Breaking 2. La recette est toute simple, prendre les coureurs les plus talentueux au potentiel encore méconnu et les assister des meilleurs préparateurs afin de les mettre dans des conditions idéales. Nous sommes le 6 mai 2017, sur l'autodrome national de Monza, en Italie, temple de la vitesse et circuit de F1 le plus rapide au monde. Et c'est ici que 3 athlètes Nike vont donc tenter de briser la mythique barrière. Et je vais bien sûr vous les présenter. Le premier c'est donc lui, Zersone Tadesse, érythréen et médaillé de bronze au JO d'Athènes sur le 10 000 mètres, mais surtout, détenteur des 2 meilleurs temps de l'histoire sur semi-marathon. Pour lui, son histoire est un cliché. Petit, il courait chaque jour 2 fois les 14 km qui le séparaient de son école. Il est ensuite repéré et devient le premier coureur érythréen au JO. Son record sur 42 km est seulement de 2h10. Mais ses tests physiques sont incroyables. Il ne produit pas d'acide lactique. Pour réussir, il devrait battre son propre record de plus de 10 minutes. La tâche semble donc impossible, mais il existe un gros motif d'espoir. Il ne s'était auparavant jamais hydraté pendant ses courses d'endurance. Le second, c'est Lelisa Desisa, éthiopien, double vainqueur du marathon de Boston en 2013 et 2015. Son record personnel est à 2h 4 minutes 45 secondes, mais ses tests physiques sont plutôt inquiétants. Son unique espoir, sa capacité mentale à se surpasser. Et enfin le dernier c'est lui, le Kenyan Eliud Kipchoge. Honnêtement c'est le favori. Et selon moi c'est aussi un des athlètes les plus inspirants de sa génération, tous sports confondus. À ce moment-là il est déjà considéré comme l'un des plus grands marathoniens de tous les temps. Avant il était coureur de piste, double médaillé d'argent au JO sur le 5000 mètres. Puis il s'est reconverti sur la longue distance, après avoir échoué à se qualifier au JO de Londres en 2012. Avec un certain succès puisque 4 ans plus tard, au JO de Rio, il décroche la médaille d'or. Depuis 2013, il a remporté 7 des 8 marathons qu'il a disputés. Et son record personnel s'établit à 2h, 3 minutes et 5 secondes. Déjà initié au bienfait de la nutrition et de l'hydratation, sa marge de progression est plus faible. Mais si on devait mettre une pièce sur un coureur, ça serait forcément lui. Bon, vous connaissez maintenant les 3 hommes ayant le potentiel pour rentrer dans l'histoire. Mais ils ne seront pas seuls, car une armée de lièvres a été mise à leur disposition. Les lièvres, ce sont bien sûr ces animaux, mais c'est aussi surtout ces coureurs, là devant. Assez talentueux pour suivre l'allure des meilleurs, mais pas assez pour le faire sur toute une course. Du coup, ils mènent le train, facilitant le travail des suiveurs, puis s'écartent lorsque leur corps les lâche, laissant ainsi les plus forts s'expliquer lors des derniers kilomètres de course. Une sorte de sacrifice, mais bon, ne vous inquiétez pas, ils sont pour ce travail très bien rémunérés. Mais là, ce n'est de toute façon pas une course officielle, alors les règles sont un peu différentes. Les lièvres ont le droit de se relayer, et peuvent donc accompagner les 3 prodiges sur l'entièreté de la course. En fait, à chaque tour, 3 sortent et 3 entrent pour que le tout forme un V, afin de réduire la traînée. Un peu comme dans un peloton du Tour de France. Et bien sûr, les équipes de Nike sont aussi prêtes, car les 3 athlètes portent leurs toutes nouvelles chaussures, censées procurer aux prodiges un gain d'énergie de 4%. Un record et le coût marketing serait énorme. Il est 5h45, le jour ne s'est pas encore levé sur le temple italien, mais 200 journalistes du monde entier sont pourtant présents pour immortaliser un potentiel moment d'histoire. Les conditions de course sont parfaites, un circuit plat, très peu de virages, une température douce et une altitude faible. Toutes les conditions sont réunies, tout a été perfectionné pour que cette somme de gains marginaux puisse enfin rendre l'impossible possible. Et au départ de la course, coach et scientifiques évaluent les chances de succès du projet à 40%. Ce que j'aime bien avec ces documentaires, c'est qu'il y a un rythme constant. Dès le début, le rythme est imprégné par les lièvres. Pour nos 3 champions, il n'y a en fait qu'un seul objectif, le tenir.
Puis le soleil se lève, et au 12e kilomètre, c'en est déjà trop pour l'Elisa, qui décroche. Les tests préliminaires avaient vu juste, son corps a trop de limites. Il ne deviendra pas le premier homme de l'histoire à passer sous les 2 heures. Et à la mi-course, Zerzené commence lui aussi à lâcher. Il a pris seulement quelques secondes de retard, mais ces secondes valent cher. Elles atteignent le moral et surtout, elles l'éloignent des lièvres, de leur allure mathématique et de leur protection face à l'air. Puis les secondes deviennent alors 1 minute, et c'en est aussitôt fini. Le rythme était bien trop élevé. Il ne reste alors que lui, Eliud Kipchoge, l'unique espoir restant. Un peu comme prévu au final, je vous l'avais un peu déjà dit. Mais bref, précis, calme, il arrive tour après tour à tenir l'allure des lièvres. Mais au 35e kilomètre, malgré une course presque parfaite, la projection de temps affiche 2 heures et 6 secondes. L'unique espoir, maintenir ce retard et miser sur l'adrénaline du dernier tour pour réaliser un ultime 1500 mètres de légende. Mais au 40e kilomètre, le retard est maintenant estimé à 18 secondes. Nous sommes dans le dernier tour et le visage du Kényan est maintenant marqué. L'effort est à la pointe de sa violence. Il ne reste alors plus que la tête pour emmener les jambes vers le record. Puis, à bout de force, Eliud Kipchoge passe la ligne d'arrivée. 2 heures, 0 minutes, 22 secondes. Toujours pas. Eliud Kipchoge ne l'a donc pas fait. Enfin, il ne l'a pas fait, mais en fait, c'est un peu comme s'il l'avait fait. Il n'a certes pas passé la barre des 2 heures, mais il en est arrivé si proche qu'il a prouvé que c'était possible, que l'homme en était capable. Le précédent record du marathon était de 2 heures, 2 minutes et 54 secondes, et le Kényan est parvenu à l'améliorer de plus de 2 minutes 30. Le record ne pourra certes pas être homologué, mais l'essentiel est là. La barre se rapproche. Il ne manque maintenant plus qu'une demi-seconde par kilomètre au Kényan pour réaliser l'exploit. Zerzené finira lui en 2:06:51, améliorant son record personnel de presque 4 minutes. L'hydratation lui aura permis de découvrir sa réelle valeur. Une victoire personnelle et une preuve que le potentiel de bon nombre de coureurs de la vallée est encore méconnu. L'Elisa est lui passé totalement à côté. Il termine en 2h14, ce n'était tout simplement pas son jour. Parti à des allures démentielles, il a tout simplement éclaté en vol. À bout de force, l'histoire retiendra cependant qu'il n'a pas abandonné. La barre tient. Mais elle n'a jamais paru aussi accessible. Il y a quelques décennies, certaines personnes pensaient que l'homme pouvait mourir en tentant de courir à ses allures. Alors maintenant, plus que jamais, l'impossible est devenu possible. Et celui qui semble être le seul en mesure de passer cette barre, c'est donc lui, Eliud Kipchoge. I think I can identify myself self-discipline, courageous, taking risks, and I love change. Je voulais donc un peu présenter, mais maintenant qu'il devient... Je regarde vite fait son âge, il a 39 ans. Il fait pas 39 ans, non, il fait plus vieux. Hein. Je trouve que ses traits sont plus marqués quand même. Là, tu vois, genre, tu le montres comme ça. Là, pour moi, il fait 50, franchement. Sur ce plan-là, il fait 50. Hein. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors que les deux autres, c'est vrai qu'il a l'air bien plus jeune, quoi. Le sport, ça use. Ouais, non, mais... C'est vrai que, bah tu vois, il est pas musclé. Bon, c'est ça qui est incroyable avec ces performeurs, c'est qu'ils sont pas musclés. Bon, il a des mollets de zinzin, évidemment. Mais c'est genre très tracé. Il y a juste aucun... Il y a 0% de graisse. C'est juste ça, quoi. Donc je pense que si, effectivement, il reprenait genre 5 kilos de... un peu de graisse un peu partout, ça ferait quelqu'un de plus en vie parce que ça correspondrait plus, mais... C'est ça qui est dingue, ouais. Taking risks Donc, je pense que aussi, le truc, c'est quand il aura 60 ans, il aura peut-être cette même tête. Vous voyez? Je voulais donc un peu présenter, mais maintenant qu'il devient notre personnage principal, je me dois de vous en parler plus en détail. Surtout que l'homme est un personnage extraordinaire. Déjà, ses exploits ont fait le tour du monde. Une carrière brillante sur piste, puis un passage magistral au marathon. Son point fort, une excellente économie de course. En clair, il dépense très peu d'énergie en courant, et sa foulée ne se dégrade jamais. Mais là où Eliud est vraiment différent des autres, c'est dans sa mentalité. On le surnomme le philosophe. Son vœu le plus cher, inspirer les humains d'aujourd'hui et de demain. Remember, only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. Passer sous les 2 heures pour lui, c'est bien plus qu'un record booster d'ego. C'est un message à tous. Eliud Kipchoge, c'est le coureur modèle qui a dédié toute sa vie à la discipline. Il est talentueux, méticuleux, humble. Considéré par beaucoup comme le plus grand marathonien de tous les temps, il ne s'est, malgré la gloire, les titres et l'argent, jamais écarté de sa vie d'ascète. Sa recette du bonheur est élémentaire, s'entraîner dur et jouir d'une vie simple.
C'est dans la vallée du Grand Rift qu'il a installé son camp d'entraînement d'élite. Là-bas, dès l'aube, il part avec la trentaine de coureurs vivant au camp pour le premier de ses 2 entraînements quotidiens. Entre les deux, c'est repos, massage et nutrition. Là-bas, il est le modèle de tous, mais ne jouit pourtant d'aucun privilège. Conscient que c'est le collectif autour de lui qui fait sa force. Ça, il l'a bien compris. Pour passer la barre des 2 heures, ce sera un travail collectif. Scientifique, préparateur physique, nutritionniste, lièvre, tout doit être parfait autour de lui. Maintenant, 1 an a passé depuis Monza et le projet de Nike. Nous sommes en 2000. Ils vont relancer, mais c'est vraiment une vie dédiée quand même. C'est un choix, hein. C'est un choix de carrière, c'est un choix de vie et enfin voilà, props to him comme on dit. C'est vraiment un choix de vie quoi. Alors, c'est vraiment, tu te dédies ça à 100%, tu es tout orienté autour de la course et de la performance. Donc après, il arrive en plus à le bonifier avec un super état d'esprit, avec un partage du quotidien et c'est vrai que là on est sur une vie vraiment dédiée à ça quoi. Et tant mieux. Il va marquer l'histoire. La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on va laisser une trace de nous-mêmes à la fin de notre vie? Est-ce qu'on se rappellera de nous pour quelque chose? Bon, voilà, je pense que le top 3 que j'ai fait avec Jinx, c'est pas si marquant que ça, quoi. Alors que le 2h05 de ce gars-là, ou le 2h26 secondes, 22 secondes, c'est sûr que voilà, il a marqué les gens, quoi. Donc, ça reste admiratif. Il faut rester admiratif sur ce genre de personnes. Et pas aigri comme Bulu. 2018, et c'est à Berlin. Lui qui a dit si t'es discipliné, t'es un esclave de ta routine et de tes règles, alors. Qu'une autre marque va tomber, homologuée lors d'un marathon officiel cette fois-ci. « 2 heures, 1 minute, 39 secondes. Et ce qui semblait déjà clair devient alors évident. Si un homme aujourd'hui peut descendre sous la barre des 2 heures, ce ne peut être que le Kenyan. Du côté des sponsors, le projet Breaking 2 de Nike a donné des idées à d'autres. Et notamment à Ineos, mastodonte britannique de la pétrole. Et ça, c'est un vrai truc, je pense, mais hyper premier degré, c'est... Le projet Breaking 2 de Nike a donné des idées à d'autres. Je ne comprends pas pourquoi on nous informe pas depuis tout petit qu'il faut porter des bonnes chaussures. Parce que, mine de rien, dans la plupart des chaussures qui sont vendues, il y a souvent, alors certes, un joli design, il y a une belle esthétique, mais il y a un confort qui est très, très, très oublié. Et sauf que quand on est plus jeune, on s'en rend pas trop compte, tu vois, quand on a 15, 18, 20, même 25, on s'en fout. Mais c'est vraiment des chaussures qui ont une semelle, genre vraiment toute basse, naze, tu vois, genre vraiment c'est le B à bas. En fait, ils misent du coup de l'argent sur le design et moins sur le confort. Et en vrai, il y a des chaussures, et franchement, moi j'en ai, hein, j'en ai acheté 1 ou 2, tu vois, qui ont vraiment des paires de zinzin, du confort, mais c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Alors, je parle pas de celle-là en particulier, parce que celle-là, c'est de la performance, je pense qu'il y a... Bref, il y a tous des calculs et tout, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'accorder tous pour dire qu'il y a des chaussures qui nous rendent vraiment confortables, nous permettent d'avoir moins mal aux pieds, moins mal aux talons, moins mal aux chevilles, de pas abîmer la voûte plantaire, c'est... La réponse, c'est l'argent. Mais les gars, je vous jure que c'est pas si cher hein, par rapport à d'autres. Quand tu vois des Nike Air Zoom, machin, Air Force truc à 150 balles, il y a des chaussures confortables qui valent moins cher. Vraiment. Après, tout est une question de style ou pas de style, mais bon, je pense qu'il y a des chaussures confortables qui ont un peu de style quand même. Juste, en fait, je comprends pas pourquoi on nous a transmis le focus de il faut que la chaussure soit jolie. Non. Il faut que la chaussure soit confortable et c'est un vrai plus si elle est jolie. Chacun a des pieds différents, non mais c'est vrai. Il y en a qui ont des gros yep, il y en a qui ont des petits yep, il y en a qui ont des pieds fins, il y en a qui ont des pieds plus gourmands, il y en a qui ont 3 doigts de pied, il y en a qui ont un gigapouce, enfin bref, vous avez chacun votre morphologie, mais il faut vraiment comprendre qu'avoir une paire de chaussures adaptées confortable, c'est grotesque pour la vie de tous les jours. Vraiment. Faut arrêter avec le côté design joli, etc. Faut pas l'oublier. Faut juste que dans la pondération de l'importance du choix de la chaussure, il faut que le gros pouce soit confortable. Faut pas juste qu'il y ait genre 2 motifs, Nike X JWK, machin, 500 balles avec... Ridicule. Faut bien pécho quand même. Et bah, je pense que les filles sont à terme plus réceptives avec un homme qui prend soin de ses pieds, qui est confortable, plutôt qu'un gars qui a dépensé 200 balles dans une paire de chaussures jolies avec une semelle en bois. Libre à toi d'attirer les femmes que tu veux, mais je pense que
femmes attirées par juste des chaussures jolies, c'est peut-être pas les femmes qui ont les plus belles valeurs. Au fond. Si vraiment tu veux jouer à ce terrain-là. Je pense que surtout que les hommes et les femmes s'en foutent royalement de ce que portent les chaussures d'autrui. Si tu sors avec quelqu'un parce qu'il ou elle a de belles paires de chaussures, c'est vraiment que t'es sur un autre niveau d'amour, quoi. On va dire. Donc, et voilà, juste pour vous dire, moi je suis sidéré, hein, parce que voilà, depuis que j'ai eu une ou deux bonnes paires, je marche beaucoup plus, tu vois, et je me sens en forme, genre vraiment, je sens même pas mes chaussures, tu vois. En vrai, un peu comme cette chaise, là où je me sens beaucoup mieux sur cette chaise en y passant des heures devant le PC, plutôt que si j'avais une mauvaise chaise, tu vois. Bah c'est pareil, voilà. Donc, une chose est sûre, c'est que moi maintenant, voilà, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans un grand truc, tu vois, même les Decathlon, les trucs machin, il y a toujours des gens qui s'y connaissent. Il y a même il y a un truc qui était hyper sympa chez Decathlon, que j'avais fait et je pense que je vais le refaire. C'est en gros un appareil qui étudie tes pieds. Alors, s'il vous plaît, juste pas de trucs, les pieds et tout. Hein. On parle sérieusement. Qui étudie tes pieds dans le sens où tu poses sur l'appareil tes deux pieds, il étudie un peu la taille, la morphologie, la hauteur aussi, et il peut décider de certaines chaussures pour toi. En disant, voilà, je te recommande ça, je te recommande ça, je te recommande ça, sachant que c'est pas sponsorisé, clairement. Tu vois juste la description, et il va te dire, cette chaussure correspond à 97% à votre morphologie de pied. Après, voilà, si tu la trouves chum, tu la prends pas, mais... Et il y en a qui vont être plus orientés, comme vous le disiez, performance, d'autres plus marche, confort. Après, moi, je trouve que le style passe en deuxième, quoi. C'est-à-dire que... Pour le coup, moi, j'avais une paire... j'ai toujours une paire, tu vois, que je trouve un peu moins jolie que les autres. Et je la porte parce que je la trouve hyper confortable. Et en vrai, elle me carie au quotidien. Et, genre, ouais, c'est pas la plus jolie, je pense. Mais... Alors qu'il y en a une autre... je la trouve très jolie, mais à chaque fois, je me dis, putain, nickel. Essayez de vous renseigner un petit peu, hein, voilà, d'avoir un appareil qui bosse sur vos yep et... Est-ce que tu peux nous montrer ta belle paire? Non. Alors, on est reparti, mesdames et messieurs, merci pour cet interlude pied. Et notamment à Ineos, mastodonte britannique de la pétrochimie, qui décide de retenter l'exploit. Nous sommes maintenant le 12 octobre 2019, et c'est le moment pour moi de vous emmener à Vienne, en Autriche. Ce sera ici qu'Eliud Kipchoge tentera de battre la mythique barrière, juste à côté d'un autre endroit mythique dans lequel je vais d'abord vous emmener. Oh. La première boutique Holzkern, le partenaire de cette vidéo. Car oui, en Autriche, il y a Red Bull, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus. Alors autant vous parler de la deuxième marque la plus connue du pays, Holzkern. Bon, je m'emballe peut-être un petit peu, mais qui sait, un jour. Car ils ont quand même déjà plus de 10 boutiques. Alors je dois admettre que j'ai fait une OP Holzkern en fin 23, et j'ai une lunette de soleil qui sont très très bien. Ouais. Autant les montres et tout, moi j'en porte pas beaucoup, donc elles sont très jolies, mais les lunettes de soleil, en épreuve de fond pour leur noter du monde. Vous pouvez remise les montres qui vous liez. T'arrives, je peux également. Ouais, celle-là. Ces lunettes de soleil là, elles sont vraiment sympas. Pour beaucoup de Holzkern, le 12 octobre 2019, c'était quand même à Vienne, en Autriche. Pour rappel, nous sommes le 12 octobre 2019. Il est 8h du matin, les conditions sont parfaites. Et Eliud Kipchoge se lance une nouvelle fois à la poursuite de son rêve. Oh là, va-t-il y arriver? Spoiler, je sais pas, il le dit pas. One man will attempt to go where no man has been before, pushing his body and mind to the limit. With the aid of scientific research and meticulous preparation, Kenya's Eliud Kipchoge will hope to run 26.2 miles in under 2 hours, and in doing so, beat one of the great sporting barriers of our time. We have liftoff. Apollo Kipchoge is up and away. La recette a déjà été donnée. Le but sera donc de faire la même chose qu'à Monza, mais en corrigeant certaines erreurs bien identifiées. Fini les ravitaillements à l'arrêt par exemple. Les bidons seront dorénavant donnés à vélo. Fini aussi les lièvres positionnés en V. Ils seront maintenant en V mais inversés. Conseil d'une entreprise spécialisée dans la recherche aérodynamique. Et leurs profils ont été sélectionnés sur mesure. Ils seront 41 et pèseront au total 55 médailles olympiques et mondiales. En clair, les meilleurs coureurs du monde se relayeront pour amener le Kenyan jusqu'à la ligne d'arrivée. Toute une discipline réunie pour un exploit. Au kilomètre 20, le Kenyan commence à être dans le dur. So through 20 kilometers, 2:52, so just outside the desired 2:50 pace for a sub-2-hour marathon. Quelques gouttes de pluie commencent même à tomber, mais le plus dur ne fait en réalité que commencer. Car c'est aux 3/4 de la course que se dresse l'adversaire le plus redoutable. Un adversaire impitoyable, mais pourtant invisible aux yeux des non-initiés.
Le mur des 30 km. Les 30 km, c'est une barrière autant physique que mentale que n'importe quel coureur s'inscrivant à un marathon une fois dans sa vie devra affronter sur sa route. Du plus novice au plus expérimenté. En fait, pour vous expliquer, aux 30 km, vous avez fait la majeure partie du chemin. Mais la course est encore longue, et soudainement, le ciel vous tombe sur la tête. Car lorsque vous effectuez un effort intense, le corps utilise principalement ses réserves de glycogène pour s'alimenter et lutter contre la fatigue. Mais une fois ce stock épuisé, le corps pioche alors dans ce qu'il reste, la graisse. Mais le processus pour la transformer en énergie est beaucoup plus lent qu'avec le glycogène, ce qui crée une fatigue soudaine. Et c'est vers le 30e kilomètre que le corps arrive en rupture de glycogène. Les muscles créent alors leur souffrance, chaque pas devient un défi, et chaque inspiration un combat. Ce mur, c'est donc un test de caractère, qui ne laisse passer que les plus forts, et où chacun peut tout perdre. Et Kipchoge vient tout juste de le passer, mais ça tombe bien, car comme le dit l'adage au Kenya, un marathon, ça ne commence réellement qu'au 30e kilomètre. 30K gloves are thrown down to the road, hats are off, now it's the real fighting begins. And Elliott doesn't have competitors to be fighting against, but his race is against the clock today and a race towards history. Approaching 1 hour 30, 1.5 hours about to click round on the clock. We are into the final quarter of this race. Just over 2 kilometers to go. Well, they are comfortably on the last lap here, the last loop, and he's smiling again. Usually the smiling right now, I think it's because he's hurting, but hopefully there'll be a mixed smile of pain and pleasure at the finish. 1.2 kilometers to go. He is almost there. It's now all down to Elliott and the pacemaker. The gloves are off. He's getting quicker. He's racing right now. This is racing. I think we can say with some certainty there now he goes. he's going to do it. He's going to do it. He's right going. There. He's telling him to move away. Come on, he says. Come on, this is it. He is sprinting into the history books here. They're cheering him on. Encore 400 mètres à parcourir. C'est un tour de piste. Ce n'est rien pour Eliud Kipchoge. 300 meters to go. He can see the finish line here. Neil Armstrong we had on the moon in 1969. We have 1 minute to go. Eliud Kipchoge is on his way here through hard work and discipline. He's pointing. Come on, he says. Eliud Kipchoge has the hand of history on his shoulder. Eliud Kipchoge pour l'éternité, le meilleur marathonien de tous les temps, a tout donné pour réussir son pari. Let's keep an eye on the clock into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. 1h59 minutes et 40 secondes. Eliud Kipchoge, le premier marathonien, le premier homme de l'histoire à descendre sous les 2 heures sur marathon. Kipchoge was right. Oh, l'émotion. No human is limited. Ça y est, plus question de spéculation. Un être humain est bien capable de courir un marathon en moins de 2 heures. Ce qui paraissait impossible il y a encore 50 ans, puis improbable il y a à peine 10, vient d'avoir lieu. Mais restez encore un petit peu, car la vidéo n'est pas terminée. En fait, Eliud Kipchoge a bien réussi son pari. Mais le temps ne peut pas être homologué, car cette course ne respecte pas 2 règles essentielles du marathon. La première, c'est que les ravitaillements doivent être encadrés, pas donnés à vélo par exemple. Et la seconde, c'est que chaque coureur participant à la course en ait pris le départ. Et le problème, c'est donc que les lièvres se sont relayés. Bon, un marathon en moins de 2 heures est bien faisable, mais le record n'est pas tombé. En tout cas, pour tout le milieu de la course, ça ne fait plus aucun doute, ce n'est qu'une question de temps. Et c'est donc le moment de quitter Vienne pour vous emmener un petit peu plus au nord, en Allemagne, encore à Berlin, où se tient chaque année son célèbre marathon. Ok, on est pas mal. Surtout là, il y a un moment qui va. En vrai, il y a plein de moments qui me choquent quand ils courent vite, mais c'est les quand il y a des gens qui courent pas loin d'eux là, vous savez, qui sprintent avec eux, genre sur le Teco. Putain, mais genre ils se font distancer. Il y avait 2 gars là, il y avait un père et son petit, je crois. Voilà, ça arrive en rupture de glycogène. Les Parce muscles que là, eux, en fait, ils ont des foulées tellement parfaites et travaillées qu'on dirait qu'ils vont pas vite. Chaque pas devient un défi. Et genre des gens autour, genre là, les 2 là à côté, là à gauche. Quand je les regardais, je me dis mais putain, mais en fait, je me voyais à leur place quand même, en train de transpirer. On dirait vraiment que je course une voiture ou un train, tu sais genre. Opération, un combat. Ce mur, c'est donc un test Alors que à droite, ils sont détentes quoi. Caractère, qui ne laisse passer que les plus. Sauf qu'ils font ça pendant 40 km. là, ils ont fait 50 mètres, ils en peuvent plus. C'est impressionnant. Fort, et où chacun peut tout perdre. Et Kipchoge vient tout juste de le... Ah, c'est vraiment dingue. Vraiment, en fait, c'est en dehors du record, de la performance, tu vois, c'est vraiment la vitesse. C'est la vitesse.
plus au nord, en Allemagne, encore à Berlin, où se tient chaque année son célèbre marathon. Il est considéré comme le plus rapide au monde grâce à un parcours plat et des conditions météorologiques souvent favorables. Et il a été le théâtre de nombreux records du monde. En fait, il a été le théâtre des 7 derniers records du monde. Ah ouais, alors s'il y a bien un endroit où la barre des 2 heures peut officiellement éclater, c'est ici. Nous sommes le 25 septembre 2022 et Eliud Kipchoge, toujours lui, fait son retour à Berlin. Pour la première fois depuis 2018 et son temps record. Un record que Bekele avait fait trembler. Kennedy to Bekele, feeling the hand of history on his shoulder, and he's just outside. Would you believe it? He's missed the world record by just 2 seconds. Mais il avait tenu. Mais là, Kipchoge est au top de sa forme. Il sait en plus que la barrière des 2 heures est atteignable. Et une nouvelle fois à Berlin, les conditions sont parfaites. Peu de vent et une température fraîche. Au 10 km, Kipchoge est en avance de 5 secondes sur son temps de Vienne. Au 20 km, l'avance a maintenant fondu à 2 secondes. Mais elle est toujours là. Puis au 25e kilomètre, les derniers lièvres lâchent. Plus personne ne peut suivre le Kenyan, qui ne se bat alors plus que contre lui-même. Ah quand même, ça a été utile, hein, tout ce travail. Record du meeting, record personnel, record du monde. Mais les 2 heures n'ont pas été brisées. On se dit alors que 2023 sera peut-être la bonne pour Eliud. Mais une météorite va alors frapper le petit monde de la course à pied. Une météorite kenyane, du nom de Kelvin Kiptum. Et oui, voilà un nom dont je ne vous ai pas encore parlé. Et c'est normal car Kelvin réalise son premier marathon en 2022, à seulement 22 ans. Et regardez ce chrono sous les 2h02, c'est fait 2h01, 53 temps officieux. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Le troisième homme de l'histoire sous les 2h02. Derrière Kipchoge et Bekele. Bon, il le gagne avec un temps stratosphérique, certes, mais avant ça, seuls les spécialistes avaient vraiment entendu parler du coureur. Puis en 2023, dans la fraîcheur londonienne, il s'impose en 2h01 et 25 secondes. À 16 secondes seulement du record de Kipchoge, établi à Berlin dans des conditions idéales. 2 marathons et 2 victoires. Le monde de l'athlétisme s'interroge. Est-ce bien réel? Est-ce bien légal? Comment un athlète d'à peine plus de 20 ans peut-il écraser la distance reine? Les soupçons de dopage, fléau ayant tant de fois mis un astérix sur les performances des athlètes de la vallée du Grand Rift, s'amplifient. Mais le gamin, contrôlé jusqu'à 3 fois par semaine au Kenya, n'a jamais été déclaré positif. Et puis quand même, en le regardant, il est difficile de ne pas s'émerveiller devant sa technique de course. La posture est droite, la foulée efficace, la cadence idéale. Il semble être le coureur parfait. Et le 8 octobre 2023, lors du marathon de Chicago, Kelvin Kiptum va assommer toute la concurrence. Kelvin Kiptum qui va battre, qui va même atomiser, mettre une claque au record du monde mythique Eliud Kipchoge en 2h09, record du monde. 2h35 secondes. Un record du monde en négative split. Négative split, c'est lorsque vous courez la deuxième partie du marathon plus rapidement que la première. Un signe de force et de puissance. Et ce temps est si spectaculaire qu'il lui aurait permis de terminer 6ème des derniers mondiaux de semi-marathon. Pour lui, le mur des 30 km ne semble pas être le même que pour les autres. En fait, plus globalement, la foulée gracieuse du prodige de 23 ans vient de renverser absolument toutes les croyances de la course d'endurance. Les chaussures de nouvelle génération ont forcément aidé, mais là, plus rien n'est rationnel. Eliud Kipchoge avait fait du passage sous les 2 heures un de ses objectifs prioritaires depuis 10 ans, mais à seulement 23 ans, et après 3 marathons, c'est Kelvin Kiptum qui semble être l'élu. Le 11 décembre 2023, World Athletics le décerne athlète masculin de l'année dans la catégorie hors stade. Et en 2024, le rendez-vous est donné. C'est à Rotterdam, le 14 avril, sur l'un des parcours les plus rapides au monde, que Kelvin Kiptum tentera de devenir le premier homme à courir un marathon officiel en moins de 2 heures. Mais le 11 février, 2 mois avant l'étape néerlandaise, le destin de Kelvin Kiptum et du monde de la course à pied va brusquement basculer. The men's marathon world record holder Kelvin Kiptum has been killed in a car accident. He was back home in Kenya's Rift Valley training for new records when he crashed his car on Sunday night. Programmé pour casser la dernière barrière mythique du sport, pour mettre la lumière sur la vallée du Grand Rift et la faire entrer dans l'histoire. Il laissera derrière lui un héritage énorme, mais surtout, un terrible sentiment d'inachevé. Oh my god! Dans la vallée du Grand Rift, les nombreux athlètes levés à 6 heures pour le run matinal n'ont pas eu l'âme de courir lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Et quelques jours plus tard, de grands obsèques ont été organisés dans la vallée, qui aura pleuré son héros. Le monde de la course à pied semble lui aussi être orphelin du prodige. Il n'y sera resté que quelques années, mais il aura bouleversé à tout jamais son histoire.
Alors oui, au moment où je vous parle, et je sais que ça en décevra certains, aucun homme n'a officiellement réalisé un marathon sous les 2 heures. Cette quête impossible va demeurer encore quelques temps inachevée. Mais une chose est sûre, Eliud Kipchoge a prouvé qu'il était possible de la réussir. Sans Kiptoum, il semble aujourd'hui le seul capable d'accrocher la mythique marque. Mais à bientôt 40 ans, le temps commence à lui être compté. Et il est bien possible que l'élu ne soit en fait pas lui. Putain. Après, il a une narration et un rythme, tu vois même pas les 30 minutes passer, quoi. C'est vraiment, c'est ce montage, ce dynamisme, ce storytelling, où il amène les gens, putain, c'est genre... Vraiment, c'est autre chose hein, que ce qu'on a pu voir. Hein. Et pourtant, j'en ai vu des documentaires, hein. Franchement, c'est autre chose. Hein. Niveau rythme, tu es happé. Putain, et cette histoire-là c'est tellement bien amené avec les temps qu'ils arrivent à se succéder... On descend de plus en plus proche, les non-officiels, en plus l'histoire tragique évidemment avec le nouveau venu et tout. Waouh.